tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité de ce mercredi 9 mai. Nous nous rendrons en Amérique du Nord où son Altesse Sérénissime le Prince Albert II vient d'entamer un déplacement officiel au Canada. Retour en principauté avec la division enfance et famille, la division de l'inclusion sociale et du handicap qui se situe désormais dans un seul et même lieu. Premier examen pour les scolaires de la principauté avec le concours de langue monégasque. Une équipe de Monaco Info a suivi les épreuves écrites au lycée technique et hôtelier. Le festival de télévision de Monte-Carlo vient de dévoiler la programmation de sa 58e édition et les acteurs et les actrices qui seront présents, vous en saurez plus dans ce journal. À découvrir également dans cette édition la dernière vente aux enchères à l'hôtel des ventes de Monte-Carlo, une vente qui a eu lieu dimanche dernier. Et puis notre invité de la semaine est aujourd'hui Maître Alain Bensoussan. Nous aborderons ensemble le règlement général sur la protection des données qui entrera en vigueur le 25 mai prochain. Prenons la direction du Canada où son Altesse Sérénissime le Prince Albert II vient d'entamer une visite officielle, une visite notamment marquée par un entretien avec le Premier ministre canadien. Plus de détails sur l'ensemble de ce déplacement avec nos envoyés spéciaux Fabien Bonilla et Serge Prémont. Ottawa, située dans l'Ontario à 2 heures de route de Montréal, la capitale du Canada accueille les institutions fédérales du pays comme le Parlement ainsi que la résidence du Premier ministre. Et c'est justement sur la colline du Parlement que le Prince Albert II s'est rendu pour une visite de travail avec Justin Trudeau pour les anglophones ou Justin Trudeau pour les francophones. Quoi qu'il en soit, le Premier ministre et le souverain, qui s'étaient déjà rencontrés de façon informelle, se sont revus cette fois dans le cadre d'une visite officielle. Lors de leur entretien, les deux hommes ont discuté notamment de leur engagement commun à l'égard de l'accord de Paris et des mesures que prennent les deux pays pour lutter contre les changements climatiques. J'avais depuis longtemps voulu rencontrer le gouvernement canadien et voulu rencontrer le Premier ministre, M. Justin Trudeau, et donc il m'a très gentiment invité à venir le rencontrer à Ottawa. Et puis le fait que le Canada prend la présidence du G7, où ils ont l'intention de mettre en avant la question des océans et tout ce qui touche les océans, la surpêche, les pollutions et notamment la pollution plastique, les aires marines protégées, tous les différents problématiques que j'ai pu défendre dans différents forums. Eh bien, je pense que c'est une occasion extraordinaire pour un grand pays, au sein d'un groupe comme le G7, de faire avancer ces questions. Et donc, c'est ce que j'ai pu conforter nos amis canadiens de notre soutien plein et entier pour cette initiative. Le Prince Albert II, lors de cette visite à Ottawa, a également rencontré le ministre de la Pêche, des Océans et de la Garde côtière canadienne, le président du Sénat et le président de la Chambre des communes. La suite de ce déplacement canadien direction Halifax, un peu plus au nord-est, en Nouvelle-Écosse. C'est ici que se trouve l'université de Dalhousie, fondée en 1818, il y a précisément 200 ans. C'est une des plus grandes universités canadiennes, en tout cas l'une des plus actives dans le domaine de la recherche, notamment autour de la question des océans. Grâce à l'amitié depuis de nombreuses années avec Dr Wendy Watson-Wright, qui était avant à l'Institut océanographique international. Donc, elle m'avait invité depuis fort longtemps à venir visiter cette université, à venir visiter ce nouveau centre des sciences marines. Et vous avez vu tous les différents programmes de recherche qu'ils ont. Et ils sont liés et en partenariat avec d'autres universités prestigieuses. Et je pense qu'il y aura là aussi matière à collaborer avec l'université Dalhousie sur plusieurs problématiques, et notamment, nous l'avons évoqué tout à l'heure, sur les récifs coralliens, puisque vous savez que la principauté prend la présidence, la coprésidence avec l'Australie et l'Indonésie pendant les 2 prochaines années de l'ICRI, l'Institut international pour la protection des récifs coralliens.
Après Ottawa et l'entretien avec le Premier ministre canadien, après Halifax et la visite de l'université de Dalhousie où nous nous trouvons encore, suite du déplacement Princi en Amérique du Nord, le souverain s'est rendu à Philadelphie où il sera question d'un retour aux racines en quelque sorte puisqu'il va visiter la maison de la famille Kelly. Nous y reviendrons en fin de semaine puisqu'une équipe de Monaco Info est sur place. Je vous propose à présent de découvrir les tout nouveaux locaux des deux divisions de la direction de l'action et de l'aide sociale. Ils sont situés du côté de Fontvieille. Le conseiller de gouvernement Didier Gamerdinger a rencontré les professionnels de cette direction. Plus de détails avec Alexandra Pani. Ils viennent tout juste de prendre possession des lieux, des locaux blancs immaculés qui accueillent depuis le début de la semaine les administrés. Une nouveauté qui permet de rassembler sur le même site que la direction de l'action et de l'aide sociale deux de ces divisions. Les locaux sont faciles d'accès puisqu'ils se trouvent à présent au 2e étage du centre commercial de Fontvieille. Cette direction doit être disponible et à l'écoute. Et elle doit être de proximité, avoir une politique de proximité. Proximité administrative évidemment, c'est-à-dire répondre positivement aux attentes des personnes qui viennent la voir, qui ont besoin qu'on les écoute et qu'on les accompagne dans certaines démarches d'aide, d'accompagnement et d'intégration. Et cette proximité évidemment aussi se traduit par une accessibilité. Et jusqu'alors, certaines des composantes du service étaient soit au stade Louis II, soit dans le quartier Platy. Et le fait de les rassembler ici, en un même lieu, accessible, avec un parking à proximité, évidemment ça a du sens. L'idée c'est de dire vous êtes les bienvenus, venez nous voir et on facilite vos démarches. Seule division qui n'a pas été rassemblée ici, le foyer de l'enfance Princesse Charlène, qui restera donc dans ses locaux du 9 rue Bellevue. Vous le voyez, un large public est amené à être accueilli dans ces nouveaux locaux de Fontvieille. Toutes les personnes qui sont concernées dans le cadre de la protection de l'enfance, on a effectivement des mesures judiciaires. Nous avons aussi des suivis de famille, donc des personnes qui ont besoin d'avoir un petit coup de pouce éducatif ou social à un certain moment de leur vie pour les soutenir dans ces moments compliqués. Effectivement, tout ce qui est dans le champ du handicap mineur ou majeur, que ce soit de l'inclusion sociale au niveau scolaire, que ce soit un accompagnement social, l'insertion professionnelle, et donc la section sociale de la direction qui va être aussi sur tout ce qui est allocations diverses et variées, assistantes sociales polyvalentes qui vont les aider aussi dans le cadre de certains dossiers à formuler, ou aussi une insertion professionnelle, ou aussi une éducation budgétaire. Le public est donc dès à présent le bienvenu sur ces deux nouveaux étages qui accueillent dorénavant la division enfance et famille et la division de l'inclusion sociale et du handicap. La direction ainsi que la division financière restent quant à elle dans les locaux du 3e étage. Il s'agit d'un rendez-vous traditionnel. Les épreuves liées au concours de langue monégasque ont commencé en début de semaine avec les épreuves écrites. Nouveauté cette année, elles ont eu lieu non pas à l'espace Léo Ferré, mais au sein de l'auditorium du lycée technique et hôtelier de Monaco. Le reportage de Sandrine Nègre. Ils sont au total plus de 1230 élèves pour cette édition 2018. De la 4e à la terminale, ils avaient rendez-vous ici même pour la première étape du concours de langue monégasque, l'épreuve écrite. Les plus jeunes en classe de 7e, 6e et 5e passent l'écrit directement au sein de leur établissement. Ça allait, ça s'est bien passé, oui. En monégasque, on nous a demandé de faire un email pour voir la météo. Ensuite, on a dû remplir des questions sur un texte. Conjuguer des verbes. C'était dur le monégasque, mais l'histoire de Monaco, c'était simple. On a fait ça toute l'année, donc on a bien travaillé, on s'est bien préparé sur ça. Et ensuite, on avait une espèce de dissertation avec un sujet sur les pays et les petits villages. Et il fallait expliquer au sens avec à Monaco comment nous on voit ça. Et mon papa, c'était le premier à avoir passé le concours de monégasque. Puis ma sœur a passé avant moi, elle l'a toujours fait. Étant monégasque et d'ici, j'ai dit que c'est les traditions, il faut continuer et puis il ne faut pas que tout ça meure, quoi. Nous avons eu en monégasque un sujet assez long par rapport à l'année dernière, avec des questions sur un texte et 2 petites rédactions. Et ensuite, en histoire de Monaco, des questions suivies d'une courte rédaction sur Louis II. Second volet du concours de langue monégasque en fonction des résultats obtenus à l'écrit, l'épreuve orale en mairie à partir du 1er juin.
C'est un moment, une journée très particulière pour nous parce que nous allons pouvoir mesurer très exactement ce que les élèves ont retenu durant nos cours tout au long de l'année. Donc c'est vraiment une base très importante et qui nous permettra éventuellement de réajuster les choses pour l'année d'après. Donc vraiment c'est un moment important aussi bien pour les élèves que pour l'ensemble des professeurs. Ultime rendez-vous lié au concours de langue monégasque le 18 juin dans la cour d'honneur de la mairie à l'occasion de la remise des prix. Pour terminer, voici un petit florilège des termes et expressions préférés en langue monégasque des élèves interviewés. Il y a un mot plutôt drôle qui est baboulou et c'est pas très approprié peut-être, ça veut dire stupide, mais ça me fait toujours rigoler quand je l'entends. Je fais du waterpolo. Et on dit toujours Dagemunegu avant les matchs. Assez rêvé, voilà. Voilà pour les premières épreuves du concours de langue monégasque. Passons à l'actualité en bref et en images. Un mot de sport à présent, de football plus précisément. La finale du 24e trophée Ville de Monaco s'est déroulée hier soir au Stade Louis II. Les équipes du Centre Régnier 3 et SMEG SMA se sont affrontées pour le titre. Et c'est finalement avec un 2-1 que le Centre Régnier 3 remporte la compétition. Une victoire arrachée à la toute dernière minute. Passons au chapitre culture. Oscar Wilde était à l'honneur au théâtre Princesse Grace avec le portrait de Dorian Gray. Après le succès de cette adaptation en janvier 2016 à Monaco, Thomas Le Douarec, fin connaisseur de l'œuvre, revient en principauté en version originale. My wife is very good at it. Much better in fact than I am. She never gets confused over her dates and I always do. And I hate the way you talk about your married life, Harry. And I do believe that you actually are a very good husband, but that you are thoroughly ashamed of your own virtues. Yes, yes, yes. You are extraordinary. You never say a moral thing, but you never do a wrong thing. Your cynicism is simply a pose. Being natural is simply a pose. It's the most irritating pose I know. Thank you. Chaque année, les stars du petit écran vous donnent rendez-vous au mois de juin au Grimaldi Forum pour le festival de télévision de Monte-Carlo. Les organisateurs ont dévoilé aujourd'hui la programmation de la 58e édition. Alors, quelles sont les séries qui seront présentes? Élément de réponse avec Christine Datomel. Vous l'attendez avec impatience tous les ans. Le festival de télévision de Monte-Carlo est le rendez-vous incontournable des fans du petit écran. Les vedettes des meilleures séries télévisées du moment fouleront le tapis rouge une fois encore lors de cette 58e édition qui se tiendra cette année du 15 au 19 juin au Grimaldi Forum. Un événement international qui met en avant certes les stars les plus populaires de la télévision, mais qui permet aussi à leurs fans d'assister à des séances de dédicaces, à des conférences ou encore à des projections en avant-première. Le festival est devenu au fil des années une véritable place de communication et de promotion pour les différents studios, puisque nous accueillons plus de 200 médias chaque année. Désormais, plus de 7000 personnes foulent le tapis rouge du Grimaldi Forum tout au long de la manifestation. Le festival, vous le savez, c'est également une plateforme de lancement pour les studios, pour les séries à succès, puisque nous avons lancé, il faut quand même le rappeler, Game of Thrones, Desperate Housewives, Lost, Grey's Anatomy et bien d'autres encore. En termes de nouveautés, donc le format est le même. La nouveauté, c'est qu'on essaye de travailler surtout sur l'ouverture au public, en essayant de permettre au public de pouvoir bénéficier, de profiter de cet événement dans un pays aussi merveilleux que Monaco, dans les conditions optimales. Donc on va un petit peu agrandir sur le parvis du Grimaldi Forum. Nous allons agrandir ce que nous appelons la fan zone, nous allons l'agrandir afin de pouvoir accueillir tout ce public, tous ces fans, dans de meilleures conditions et leur offrir la possibilité de pouvoir côtoyer les acteurs, donc au travers de nos événements publics, dans des conditions qu'ils ne rencontraient pas auparavant. Entre ombre et lumière, un événement qui promet donc une fois encore de grands moments de partage et d'émotion, avec toujours plus de nouvelles séries et célébrités mises à l'honneur. Nous aurons donc les acteurs de La Casa del Papel, qui est une série phénoménale qui fait un succès, je pourrais dire, international. On aura également donc la série SWAT avec Shemar Moore, que tout le monde connaît. On aura aussi un président du jury fiction, Anne Sweeney, qui est une professionnelle de l'audiovisuel, qui a reçu d'ailleurs la nymphe d'honneur de la part de notre président d'honneur, donc le prince Albert II de Monaco en 2012, qui aujourd'hui occupe un poste au conseil d'administration de Netflix et qui a occupé par le passé un poste à haute responsabilité au studio Disney.
Durant le festival, un jury international composé de comédiens et de professionnels de l'audiovisuel participera cette année encore au visionnage de tous les programmes en compétition. Et c'est lors de la traditionnelle cérémonie des Nymphes d'Or que seront honorés les meilleurs programmes télévisés et les stars du petit écran. Un événement qui est ouvert au public dans la limite des places disponibles. Les amateurs d'art, les collectionneurs et surtout les plus offrants ont pu dénicher des pièces rares lors d'une vente aux enchères à l'hôtel des ventes de Monte-Carlo. Des tableaux mais également des pièces sur l'archéologie et d'autres portant sur l'art islamique. Le reportage de Dominique Poulain. Si l'on en croit les experts, Monaco est en train de devenir un nouveau carrefour pour le marché de l'art. Aux côtés des galeries et des salons, les ventes aux enchères se multiplient. Rien que l'an dernier, la progression des ventes a progressé de plus de 20%. Des ventes souvent prestigieuses, comme celle qui vient de se dérouler à l'hôtel des ventes de Monte-Carlo. Ce jour-là, 168 lots sont proposés, des tableaux et une large collection de bustes, têtes et autres visages sculptés. On a un tableau de Chagall qui est formidable, qui a une grande dimension, qui a véritablement tout ce qu'il faut pour plaire. La couleur, il est joyeux. Donc évidemment, c'est qu'un artiste qui, dans notre région, a une signification plus importante encore puisqu'il y a séjourné. Mais il y a beaucoup de tableaux et de sculptures qui méritent une attention particulière. On a ce bronze de Guyot, et qui est une fonte ancienne des années 30, qui représente cette panthère bondissante. Vous avez tout un ensemble de tableaux d'Atlan, cette très jolie mise sur table de Rouget de Renoir. Vous voyez quelques noms emblématiques, avec des tableaux qui n'ont jamais été présentés sur le marché. Et ce tableau sera adjugé un peu plus tard 68 000 €. Alors adjugé 68 000 €. Autre pièce exceptionnelle, cette tête de cheval sculptée dans l'ivoire, datée de 330 avant Jésus-Christ, estimée entre 80 000 et 120 000 €, cette pièce sera adjugée 170 000 €. Ça n'existe pas. On n'a jamais vu ça sur le marché. Bon, bien entendu, ça a nécessité des études très très précises et très documentées quant à l'origine. Et ça a suscité beaucoup d'intérêt international. Énormément d'amateurs sont venus ces derniers jours, de tous les pays du monde, je dirais, y compris les États-Unis. Dans la salle, beaucoup de messieurs, de tempes grises, mais aussi des plus jeunes. Des acheteurs occasionnels ou de simples curieux. Le marché de l'art a beaucoup bougé, le mode opératoire est totalement différent de ce qui se passait auparavant. L'Internet, les sites, on est sur 4 sites internationaux, les catalogues bien entendu, 2500 catalogues qui partent 15 jours ou 3 semaines avant la vente, les publicités dans Arte Gazette, Russian Gazette, Figaro, enfin tous les supports habituels, et ce qui fait que ce marché est visualisé par énormément de monde. Et la clientèle est souvent exigeante. Les maisons de vente doivent donc la surprendre avec des objets inédits et exceptionnels. Au total, près de 90% des lots mis aux enchères ce jour-là ont trouvé preneur. Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur Monaco Info. Nous sommes avec notre invité de la semaine, Maître Bensoussan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies et nous allons aborder ensemble ce texte qui sera applicable à partir du 25 mai. Il s'agit du règlement général sur la protection des données. Alors que dit exactement ce texte ? Ce texte est merveilleux, il est l'ancien, le présent et le nouveau. L'ancien, c'est l'informatique. La directive 95-46, la loi Monégasque, la loi informatique, fichier liberté, la protection des données personnelles, les droits de l'homme numériques. Eh bien, cet ensemble est repris dans le règlement pour un tiers. Le règlement général pour la protection des données personnelles. Pour les spécialistes, 2016-679, en fait, reprend tout le passé. L'informatique des grandes puissances informatiques, l'informatique de l'Internet et aujourd'hui l'informatique de l'intelligence artificielle. Donc l'ancienneté et puis la nouveauté. 3 grands concepts, au-delà de la protection des données personnelles, qui fait de chacun d'entre nous le possesseur de ces données, le régulateur de sa vie numérique. Eh bien, 3 grands concepts, la protection dès la conception, c'est-à-dire prendre les données et les protéger au sens de ne pas porter atteinte aux droits des personnes, la sécurité par défaut, et enfin la preuve de la conformité. Voilà cet ensemble qui aujourd'hui va organiser le monde numérique de demain pour 20 ans. Ou plus.
20 ans, c'est déjà beaucoup. Vu comment les technologies avancent, 20 ans, c'est vrai que c'est déjà beaucoup. Oui, mais regardez, Informatique et Liberté, la loi de 518, elle est restée pertinente des mainframes au mini, des mini au PC, l'Internet 1.0, l'Internet du commerce électronique 2.0, les réseaux sociaux 3.0, l'Internet des objets 4.0, les robots. C'est magnifique. Qu'est-ce que ce texte va concrètement changer pour les internautes ? Alors pour les internautes, il va leur permettre d'avoir encore plus de droits. De droits d'accès, droits de questionnement, droits de modification, droits de retrait, de mettre le consentement, non pas de manière obligatoire, mais au centre de la relation. Et enfin, 2 éléments très importants. Le droit de minimisation et le droit à l'oubli. C'est 2 droits fondamentaux. Le droit de minimisation, c'est en fait le principe que sur l'Internet, de manière générale, dans la vie électronique, c'est l'anonymat. C'est le droit à être anonyme. Et que donc toute personne physique ou morale qui détienne des données doit le faire à minima. Elle doit prouver qu'on ne peut pas faire autrement. C'est ça le grand principe, l'anonymat en Union européenne pour les résidents, pour les citoyens, pour les personnes qui se trouvent dans l'Union européenne. Et puis l'autre droit tout à fait magnifique, le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est le fait de retourner dans le passé, mais ne pas avoir son passé comme élément de son futur. C'est le fait de pouvoir revivre, c'est une sorte de repentir. Le droit à l'oubli, c'est le droit de savoir, le devoir de mémoire, mais c'est aussi le droit au pardon. Le droit au pardon, c'est le fait d'oublier. Et dans cette triangulation entre le devoir de mémoire, le droit à l'histoire, de connaître les générations futures, et le droit à l'oubli, c'est de permettre à chacun d'entre nous de vivre sereinement, paisiblement dans le monde numérique. Quand on parle de données personnelles, on pense immédiatement aux réseaux sociaux. Facebook, Twitter commencent déjà à nous alerter concernant les changements de conditions d'utilisation. Mais il y a toujours cette question qui revient dans nos têtes. Est-ce que nos données personnelles sont réellement protégées ? On le voit dernièrement, Twitter a envoyé un message à tous ses usagers pour changer son mot de passe suite à une fuite de données personnelles. Est-ce qu'on est à 100% sûr que nos données ne seront pas un jour ailleurs autre que notre propriété ? Alors, le problème, c'est qu'on n'est pas propriétaire de nos données. Il n'existe pas de droit de propriété. Chacun d'entre nous dit c'est mes noms, mon adresse, mes données, mais il n'y a pas de droit de propriété dans le monde des données personnelles. C'est un droit qui manque et qu'on ne trouve pas à l'intérieur du règlement général. Le règlement général, en fait, il dit soyez maître de vos données. Construisez une protection autour de vos données. Le meilleur procureur, fossoyeur, archiviste de vos données, c'est vous. Soyez comptable. Alors, une protection à 100% n'existe pas, mais si chacun d'entre nous, grâce à ce texte, prend en charge la protection, alors je pense qu'on va pouvoir vivre paisiblement. En tout cas, je me bats pour cela dans le monde numérique. Mais justement, est-ce que vous avez un conseil pour nous pour protéger nos données ? Le conseil, c'est sachez ce qu'on fait de vos données, surveillez vos données. Vos données, c'est votre double informationnel, c'est vous-même, c'est votre ipséité, alors suivez les données. Elles sont utilisées à bon escient ou mal, et quand elles sont utilisées mal, vous avez des droits. Mettez-les en œuvre. Concernant ce RGPD, ça sera ma dernière question. C'est dommage. C'est déjà terminé, pourtant c'était passionnant, mais comment ce règlement va concrètement s'appliquer à Monaco ? Eh bien, on ne peut exporter des données de l'Union européenne vers des pays tiers qui n'ont pas une protection adéquate, c'est le cas de Monaco, mais ça peut être le cas de la Chine ou du Japon, si et seulement si les entreprises monégasques protègent les données, non pas uniquement conformément à la loi monégasque, mais aussi conformément à l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on a un processeur d'universalité, les données sont protégées malgré le fait qu'elles soient exportées, et l'importateur monégasque doit les protéger comme s'il était, entre guillemets, dans l'Union européenne. Merci beaucoup, Maître, pour tous ces éclairages de ce grand changement qui va intervenir le 25 mai. Merci beaucoup. Merci. Découvrons ensemble à présent les prévisions météo pour les prochains jours. Jeudi, des orages sont à prévoir avec des températures qui iront de 15 à 20 degrés. Vendredi, le temps s'améliorera nettement avec un ciel plus dégagé dans la journée et une maximale de 20 degrés. Samedi, poursuite d'une période plus agréable avec un thermomètre allant de 15 à 20 degrés. Dimanche, retour des nuages orageux avec des températures très basses pour la saison. Et enfin, lundi, un début de semaine plus clément avec un mercure qui ira de 14 à 20 degrés.
Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la suite de vos programmes sur Monaco Info.